Peuple congolais, chers compatriotes, je suis le révérend Gaston Maungu. Je m'adresse à vous et particulièrement aux hommes d'église de notre pays. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Il nous est imparti de ne jamais oublier d'où nous venons et d'où nous allons. L'objectif est de pouvoir être capable de communiquer avec vous par ce truchement pour que nous puissions être ceux que notre Seigneur Jésus-Christ voudrait que nous puissions être en ce temps d'apostasie et en ce temps de défection de toute la moralité. La période au cours de laquelle le mal est arrivé à son paroxysme. Normalement, la période au travers de laquelle on devrait voir émerger la révélation des fils de Dieu. Parce que l'injustice et le mal ayant rempli la terre, il est temps que, vers le soir, la lumière apparaisse. Notre responsabilité est de pouvoir consolider les acquis du bien et de la justice. Il est important que dans ces moments, nous puissions être l'ami fidèle et tendre de nos populations à leur côté, pas seulement en leur prêchant, mais en leur redynamisant comme membres du royaume spirituel de notre Dieu. Faire de telle sorte qu'ils comprennent pourquoi nous en sommes arrivés là et quelle est la responsabilité de chacun de nous dans le combat que nous devons mener contre les antivaleurs. Parce que les antivaleurs, c'est le prisme dans lequel le piège du diable nous engloutit tous. Et c'est le sable mouvant de la pauvreté, la misère et l'indigence. Être incapable de pouvoir redonner confiance au peuple de Dieu, lequel est en train de subir tous les maux, toutes les violations, toute la détérioration des valeurs morales et spirituelles, parce que nous avons été affamés, assoiffés et aujourd'hui enténébrés. Et ceci au sens spirituel ou parabolique qu'au sens réel. Donc il est temps que nous puissions apporter la parole de Dieu, l'évangile de paix, l'évangile de Dieu, car nous nous souvenons qu'il est dit « Allez par tout le monde entier apporter la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui suivront ceux qui auront cru. En mon nom, ils saisiront le serpent, ils chasseront des démons. S'ils boivent du poison, cela ne leur fera point de mal. Ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé ainsi, travaillait avec eux et confirmait leurs paroles par des signes, des guérisons, des prodiges, des miracles. Nous sommes le porteur de cela en ce temps difficile pour notre population. Nous devons éveiller notre population pour que chacun puisse rentrer au-dedans de lui. Qu'il rentre au-dedans de lui de telle sorte qu'il puisse être capable de se voir, de se reconnaître. Savoir qu'est-ce qu'il fait quotidiennement, qu'est-ce qu'il doit faire dans sa relation avec sa famille, avec son voisinage, avec son entourage, dans son quartier, dans sa ville, dans sa nation, en Afrique et dans le monde. Nous devons être ceux-là qui apportent le flambeau. À partir de ce moment où vous comprenez que nous avons une lourde responsabilité dans la communication des véritables valeurs, les valeurs de paix, de justice, du vivre ensemble, nous pouvons savoir que nous sommes aussi des responsables dans la gestion de la cité et que nous avons aujourd'hui affaire au monde politique qui se désagrège, tant du point de vue national que du point de vue international. Et donc nous sommes très bien fixés dans la parole prophétique qui nous montre à quel niveau est-ce que nous sommes. Par exemple, nous sommes en train de vivre la guerre entre Donald Trump et l'Iran, qui est située dans le texte de Daniel, chapitre 11. Donc, vous avez le commencement et la fin de cela qui est ainsi expliqué. Donc, il est temps de savoir qu'on ne doit plus se poser la question « Pourquoi un homme de Dieu fait-il la politique ?»
Nous devons faire la politique parce que c'est à nous de pouvoir non seulement éclairer notre peuple, mais de l'accompagner dans les devoirs et droits quotidiens qu'il doit avoir. C'est pour cela qu'après ce 5e hold-up, où notre population pourtant a infligé une gifle politique monumentale, depuis notre indépendance, jamais ce qui a été fait n'a été fait. Nous devons capitaliser cela et pouvoir travailler aujourd'hui un bloc commun d'abstentionnistes, c'est-à-dire qui va donner la valeur à cette abstention telle qu'elle a été réalisée dans notre pays pour que nous puissions nous rassembler véritablement. Parce qu'aujourd'hui, nous disons qu'il y a trop d'égos. Eh bien, les égos sont aussi importants parce que c'est la recherche de la verticalité politique. Et cette verticalité politique doit aller de pair avec l'horizontalité politique pour que nous puissions être en même de connaître où est-ce que nous allons. Or, là où nous allons, c'est l'unification du pays. Mais unifier le pays ne peut être possible que par la seconde conférence nationale souveraine. Et moi, je suis en train de penser fortement aujourd'hui que cette seconde conférence nationale souveraine doit être agrémentée par un ouvrage publié qui présente comment démanteler la gestion opaque pétrolière, forestière et minière de notre pays pour que nous puissions savoir que politiquement, nous avons notre outil de la seconde conférence nationale souveraine, mais la chose la plus profonde qui plombe le pays, qui détruit le pays, eh bien, c'est la gestion opaque de notre richesse du sol et du sous-sol, et plus surtout de notre véritable richesse, le capital humain. Nous avons une population de près de 65% ayant entre 18 et 30 ans. C'est une richesse extraordinaire que nous avons sur nos 6 250 000 habitants. Donc, nous n'avons pas seulement la matière première abondante, mais nous avons aussi un capital humain que nous devons valoriser. Pour valoriser ce capital humain, il faut entrer en confrontation avec le régime actuel. Pour entrer en confrontation avec le régime actuel, on ne peut pas le faire verbalement, comme aujourd'hui beaucoup de personnes disent, il faut couper la tête du régime. C'est-à-dire qu'il faut dégager Sassou coûte que coûte. Dégager Sassou coûte que coûte. Cela fait 26 ans que cette parole politique, militante, associative, se véhicule partout. Il y a même ceux-là qui parlent qu'il faut résoudre ce problème militairement, c'est-à-dire faire un coup d'État. Et toujours, c'est la même durée expérimentale. Vous avez proposé cela et jusqu'à aujourd'hui, nous ne parvenons pas à réaliser cela. Donc, nous devons être capables de pouvoir nous auto-critiquer. Ici, en diaspora, vous savez très bien que je vous ai fait une proposition que si vous voulez que nous puissions aller en seconde conférence nationale souveraine, nous devons commencer par une seconde conférence nationale diasporique. Je l'ai appelée diasporaïque. C'est-à-dire que nous devons nous rassembler ici obligatoirement. Si nous voulons bien faire la seconde conférence nationale souveraine au pays, mais nous devrons prouver que nous sommes capables d'y contribuer pour sortir le pays de la crise multidimensionnelle dans laquelle nous sommes. Et donc, c'est à nous de pouvoir braver la véritable problématique que nous avons en national. Nous ne sommes pas le miroir de ce qu'il se passe en politique dans notre pays, mais nous sommes le prolongement de cela. Donc, si vous voulez prouver que vous êtes capable de diriger le pays, de le changer, de le transformer, plus que le régime tyrannique que nous avons au pouvoir, il faudrait premièrement le démontrer ici en diaspora. Parce qu'en diaspora, au moins chacun de nous a son gagne-pain. Il a son salaire qui passe tous les mois. Et donc, nous avons la capacité de pouvoir réfléchir, de pouvoir ergoter, de pouvoir proposer et de pouvoir faire de l'associatif, du politique, de l'intellectuel pour trouver la solution qui doit rassembler notre pays. Aujourd'hui, si nous sommes incapables de le faire, nous prouvons à notre population en endogène au Congo que nous sommes incapables de diriger le futur du pays.
Et donc, vous allez comprendre que beaucoup de personnes sont en train d'agir dans leur intellectualisme, dans leur politique, exactement comme cela se fait tyranniquement au pays, dans ce sens que quand quelqu'un a une idée qu'il a énoncée, il voudrait que cette idée aboutisse forcément et il est incapable de pouvoir la partager à d'autres personnes pour la critiquer, l'autocritiquer et la rendre forte, la proposer à tout le monde et faire avancer la cause que nous devrons reconnaître être non seulement dégager Sassou, mais plutôt dégager le système. Donc il faut comprendre que tant que nous combattons les visages, nous ne réussirons pas à changer notre pays. Il faut combattre le système. Or, pour combattre le système, il faut avoir un plan. Le plan, vous l'avez dans le livre intitulé « Le conflit de l'après-Sassou, projet de société ». Le plan est très bien structuré. Et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, vous allez le retrouver déjà présagé auparavant avec les solutions. Et même quand vous allez entrer en contact avec ces ouvrages, vous allez comprendre que c'est un programme qui est en train de se déployer et qui avait été écrit auparavant. Mais c'est un programme écrit par un Congolais, un de vous. Comment se fait-il que vous ne puissiez pas comprendre que dans les véritables luttes, lorsqu'il y a eu la Révolution française, la Révolution américaine, la Révolution chinoise, la Révolution soviétique ou la Révolution russe, eh bien, il y avait toujours des têtes de file. Mais la tête de file doit avoir celui qui a les idées, celui qui écrit, celui qui proclame, celui qui prévoit pour tout le monde. Et au final, on réussit à engager le véritable combat. Notre combat ne doit pas être mené contre Sassou Nguesso, mais notre combat doit être mené contre le système de Sassou Nguesso, dont Sassou Nguesso n'est que le prince. Il est le baobab qui cache toute une forêt qu'il y a derrière. Aujourd'hui, si Sassou Nguesso quittait le pouvoir, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Le roi est mort, vive le roi, c'est-à-dire que le système va continuer. Vous coupez la tête du Léviathan et une autre tête va apparaître. Pourquoi? Mais parce que le problème a été mal posé. Et ayant été mal posé, sachons-le, comprenons-le. Nous ne sommes pas là pour caresser Sassou ou lui permettre qu'il continue encore avec cette hold-up politique. Concentrons-nous sur quelque chose qui va mettre d'accord tout le monde. Et la chose qui puisse mettre d'accord tout le monde, c'est la seconde conférence nationale souveraine congolaise, parce que aujourd'hui, ne tombez pas dans les pièges de sémantique, parce que toute sémantique a une réalité politique. Vous dites non, nous avons besoin d'une conférence sans exclusive, inclusive, tout ça, c'est que vous voulez tout simplement une conférence. Mais une conférence nationale souveraine est un principe au travers duquel, premièrement, la convocation ne doit pas être faite par le pouvoir en place, mais la convocation doit être faite par et le pouvoir en place, et l'opposition, et la société civile. Parce qu'il faudra se repartager les représentativités. Si Sassou Nguesso va avec les siens, il va envoyer 1000 personnes, l'opposition va envoyer 1000 personnes, la société civile va envoyer 1000 personnes, et qu'est-ce qu'il se passera? En fait, quand vous dites « nous ne voulons pas de la seconde conférence nationale souveraine congolaise » parce que la première, comme Sassou Nguesso a essuyé une défaite et après il est revenu au pouvoir, je ne suis pas en train de dire que nous allons faire une conférence nationale souveraine congolaise bis. C'est une seconde conférence nationale souveraine avec des principes plus marquants, plus essentiel. En réalité, qu'est-ce que je propose? Je propose que les candidats à l'élection à cette seconde conférence nationale souveraine soient des hommes et des femmes qui ont un projet contenant l'expertise du mal congolais et le levier de développement de notre pays. Il doit nous retracer les axes d'amélioration dont nous avons besoin pour que notre pays se développe. Et toutes les personnes qui pourront présenter un projet dans ce sens, ayant une expertise du passé et un levier du futur qui va accompagner notre développement, nous allons recenser ces personnes. Nous allons mettre ces personnes et nous allons leur donner les moyens financiers, logistiques pour battre campagne là où ils sont, dans les villes,
primaires, les villes secondaires, les villes tertiaires, dans les villages, dans les campagnes, les districts et autres. Nous allons les laisser battre campagne et ça devra être des campagnes contradictoires pour que la population de chaque contrée comprenne qu'est-ce qu'un tel ou une telle est en train de proposer par rapport à un tel ou une telle autre, de telle sorte qu'il soit véritablement imprégné de la proposition de celui qui vaincra. Et c'est cette proposition-là qu'on présentera à la seconde conférence nationale souveraine. Si nous penchons sur 3000 personnes, nous devrons avoir 3000 propositions qui nous présentent l'expertise de ce qui ne va pas dans le pays et qui nous présentent un projet pour ce qui doit aller dans les pays. Et la conférence nationale souveraine seconde rassemblera tout cela, on débattra et on peaufinera chaque projet, on les dispatchera dans les compartiments qu'il faut, on trouvera les solutions, et nous proposerons un projet de société nationale issu de tout ce travail qu'aura abattu les conférenciers. Nous présenterons une constitution, nous ferons la révision de la loi organique et nous pourrons même aller jusqu'à réviser les lois réglementaires et nous mettrons les solutions en action. C'est-à-dire que dans n'importe quel compartiment où telle chose doit être changée, elle doit évoluer comme ceci. Nous allons transformer les élus, les 3000, je prends un exemple, les 3000 deviendront 3000 commissaires. Nous allons les charger à regarder et suivre, accompagner comment dans les ministères, dans les directions générales, dans les directions centraux, à la fonction publique, à la fonction privée, dans les territoires, dans les localités, dans les municipalités, comment est-ce qu'on est en train de mettre en application ce que nous avons nous tous résolu. Nous allons nous donner un temps peut-être de 3 à 4 ans où toutes les solutions que nous avons tous concoctées et mises en exergue, nous allons les voir accompagnées dans la machine économique, judiciaire, administrative, politique, militaire, éducationnelle et autres. Nous allons voir le pays émerger avec ce que nous tous, nous avons pu retenir. Et quand tout aura été mis en action et aura produit le produit que nous escomptons par l'accompagnement de nos commissaires, et que nous verrons l'émancipation et la richesse créée dans notre pays. Tout le monde est mis au travail, tout le monde a sa carte vitale, tout le monde a une suivi, tout le monde est véritablement à sa place. Nous mettrons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, comme Mariam Ngouabi le disait, mais que personne d'entre les hommes politiques n'a pu le faire. À partir de ce moment, nous parlerons d'une transition d'1 an. Et après la transition d'1 an, on fera l'ensemble des élections présidentielles, législatives, sénatoriales, cantonales, territoriales, régionales et autres. C'est cela que l'on est en train de proposer. Et nous avons besoin des hommes et des femmes en diaspora et au Congo là-dessus. Nous devons dépassionner le débat. Nous devons élever les débats pour faire de cela non une question d'injure, pour avoir une action associative et politique qui ne doit plus être un repoussoir, c'est-à-dire qu'un tel propose telle chose, les autres repoussent, le pays propose telle chose, on le repousse, l'opposition propose telle chose, on le repousse. Nous devons mûrir, exprimer notre maturité. Et là, dans la proposition que je fais, tout ce qui a été proposé est d'une importance capitale et on peut amender cela. Personnellement, je prévois 16 autres amendements qu'il faut ajouter aux 24 points qu'il y a dans mon premier livre. Donc, vous comprenez que nous sommes en train de travailler fidèlement pour proposer à notre pays quelque chose qui doit être important. Aujourd'hui, il est temps où nous ne devons plus compter sur l'international. Mais il y a aussi une réalité que je voudrais vous parler franchement. Chaque fois que vous faites une action, on crie trop, on parle trop, on injurie trop, on dépose des documents par-ci et par-là. À la fois que vous êtes en train de déposer des documents par-ci et par-là, par exemple ici en France, vous criez contre la France, vous considérez que la France est partie prenante de la tyrannie de notre pays parce que c'est la France qui met en place la tyrannie dans notre pays, alors que vous ne comprenez pas que ce n'est pas la France qui met en place la tyrannie dans notre pays.
ou l'international, mais que l'international ont un travail collaboratif avec notre pays et que c'est plutôt nos dirigeants à nous qui caporalisent ce qui nous revient dans l'exploitation pétrolière, forestière et minière. Ils caporalisent cela pour leur compte et nous n'avons rien. Et eux, ils nous disent que c'est la France qui le fait. Mais pourtant, vous voyez bien qu'ils continuent toujours avec la France. Donc, il y a anguille sous roche. Et l'anguille sous roche est très claire. L'incompétence que nous sommes en train de décrier n'est pas une incompétence. Mais mieux, ils sont tellement compétents dans le vice et le mal qu'ils réussissent à détourner le champ d'action de notre activité politique, l'emmener ailleurs, et nous tapons ailleurs, et finalement, ces feux de paille, ces coups de paix dans l'eau, voici pourquoi nous ne réussissons jamais à rien. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore abordé notre problématique dans tout ce que nous faisons. Si nous crions contre Sassou, si nous crions contre le régime en place, mais que nous ne travaillons pas pour trouver une solution, tout en vous disant, quand Sassou partira, eh bien, nous changerons les choses. Mais c'est que vous n'avez rien compris parce que la vraie problématique nécessite que Sassou doit partir après avoir rendu des comptes à notre gestion économique, pétrolière, financière et minière parce qu'il a signé des contrats. Des contrats qui, si Sassou est mis à l'écart, vont toujours continuer parce que jusqu'à aujourd'hui, la véritable problématique, je ne connais pas un homme politique qui l'a abordé. Nous vous écoutons tous, nous nous écoutons tous, mais la véritable problématique de notre pays, personne ne l'aborde. Parce qu'il y en a deux. La dépolitisation de l'armée, c'est une véritable problématique. Quand nous la réussissons, alors nous pouvons entamer le démantèlement de la gestion opaque, pétrolière, financière et minière. La vraie problématique dans notre pays, c'est la gestion opaque, pétrolière, minière et forestière. Là est le gros problème. C'est là où le régime en place ne voudrait pas toucher. C'est pourquoi tout ce qu'il fait en politique est un divertissement. Un divertissement dans le sens où vous allez vous mettre à vous déchirer et lui, il est en train de voir comment vous manipulez les uns et les autres. Parce que si vous n'êtes pas d'accord avec l'unification de nous tous, eh bien, vous démontrez ainsi que nous sommes tous manipulés par lui. Vous savez, la manipulation, ce n'est pas tout simplement recevoir aussi de l'argent du pouvoir en place. La manipulation, c'est aussi recevoir des promesses du pouvoir en place. La manipulation, c'est aussi penser que moi, je serai coopté par le régime en place et trouver un poste. La manipulation, c'est aussi rendre idiot notre participation politique, associative, intellectuelle, n'est-ce pas? Pour qu'ils rient sur nous et disent, eh ben, ils ne comprennent absolument rien. Ces gars-là, ils sont en France pour rien. Donc, je voudrais parler à vous, leaders politiques, leaders associatifs, leaders militants, leaders individuels, que n'oublions pas que la question du séparer pour mieux régner n'est même pas une question. Mais que la question fondamentale, c'est que dans tout ce que nous faisons, nous n'abordons pas le problème fondamental. Nous n'avons que deux problèmes et c'est là où je vais terminer. La gestion de la force armée et sécuritaire en politique et la gestion opaque de la manne pétrolière, forestière et financière. Tout le travail que je voudrais vous demander à vous qui m'écoutez, si vous en êtes capable ou que nous pouvons nous rassembler pour trouver une solution au travers de laquelle nous allons décrire comment se passe la gestion opaque, pétrolière, financière, minière, et que nous trouvons la solution pour le démantèlement de cette gestion, c'est ce que notre population a besoin de savoir, et nous devrons aller en seconde conférence nationale souveraine avec ce travail-là, où s'il y a des hommes et des femmes qui m'ont entendu et qui
peuvent contribuer au fait que nous nous rassemblions et travaillons sur ce dossier de la gestion militaire de notre politique et de la gestion opaque pétrolière, financière et forestière. Voilà comment nous aiderons la population. Ainsi, nous pourrons dire, nous avons une solution, la population pourra entrer en contact avec cet ouvrage, la population va dire oui, nous voulons de ceci, et si le pouvoir en place n'est pas d'accord avec, eh bien nous forcerons le pouvoir en place d'accepter. Voilà ce que je tenais à vous dire. Et je communique toujours mon numéro de téléphone, le 06 79 81 10 84. Le 06 79 81 10 84. Voici, j'ai trouvé un ami, un influenceur, un journaliste libéral qui m'a permis de vous parler ainsi. Mon ami Bernardin Dilou, je suis fier de m'avoir donné cette opportunité pour parler aux compétences de la diaspora qui aujourd'hui, j'en suis sûr et certain, ne savent plus ce qu'il faut faire. Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est ce que je viens de vous présenter. Voici pourquoi j'ai premièrement parlé au corps religieux et spirituel et j'ai fini par parler au corps politique et associatif. Merci beaucoup si vous m'avez entendu pour cette demi-heure d'interpellation que je fais en votre faveur. Vive le Congo, que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse nos compatriotes.